Pour évaluer une mesure, on doit d'abord faire le diagnostic initial du secteur de l'emploi il y a quelques années et faire un comparatif avec ce qui se passe aujourd'hui. Déjà, vous savez, la jeunesse, je dirais, 2/3 de la population a moins de 25 ans au Bénin. C'est une opportunité extraordinaire en termes de dynamisme, en termes de prospérité, en termes de futur. Mais c'est une grande menace aussi, parce qu'il faut donner à chacun de ces jeunes un avenir, un emploi décent. Lorsque vous analysez la pyramide de Maslow qui étudie un peu les besoins des individus, les besoins physiologiques, c'est quoi? C'est manger, boire, se vêtir, se loger, etc. Comment s'assurer que chacun puisse avoir ce minimum pour avoir une vie décente? Et un des premiers critères, c'est un emploi décent. Nous avions un code du travail qui, par le passé, selon les employeurs, permettait à certains employés indélicats de pouvoir parfois porter plainte et gagner devant les tribunaux, et on condamnait des entreprises à payer des sommes mirobolantes. Et disons que ça faisait que certains employeurs se plaignaient qu'il fallait encadrer les choses. Nous avons un taux de chômage au Bénin qui a toujours tourné. Quand je dis qui a toujours tourné, qui tournait entre 2013 et aujourd'hui entre 2 et 3%. Le taux de chômage n'a pas baissé au Bénin depuis une quinzaine d'années. Il est entre 2 et 3%. Mais ce taux de chômage ne reflète pas la réalité, parce que 70% des emplois sont dans le sous-emploi. C'est quoi le sous-emploi? Le sous-emploi, c'est lorsque vous occupez un métier qui ne répond pas aux qualifications que vous avez. Lorsque vous acceptez un métier parce qu'il faut survivre. Oui. Lorsque vous avez une licence en économie et que vous êtes obligé de faire un métier pour pouvoir subvenir à vos besoins. Dans les faits, vous pouvez estimer que vous avez peut-être un emploi, mais c'est un sous-emploi. Et c'est ce qui se passe ici. Lorsqu'au Bénin, on a 90% des emplois qui sont dans l'informel. Donc là, je viens de vous planter le décor de notre marché du travail. Est-ce qu'au regard des infos qui sont fournies, nous avons vraiment 90% dans l'informel? Nous avons 90% dans l'informel. C'est un chiffre de la Banque mondiale que vous pouvez consulter. Rapport d'il y a à peine un an. Tous les chiffres que je donne, c'est les chiffres de la Banque mondiale ou carrément les chiffres du gouvernement, parce qu'il faut être factuel. Au travers de l'ANPE? Bien sûr, de l'ANPE, des documents sur la politique sectorielle de l'emploi, etc. Que lorsque vous êtes un parti sérieux, vous devez vous penser sur ces questions, sur des chiffres officiels et non sur des ragots. Donc, 2,4% de chômage en 2024, 90% des emplois qui sont dans l'informel et 70% des emplois qui sont dans le sous-emploi, qui sont concernés par le sous-emploi. Ça, c'est le décor. Quelle est maintenant la motivation du président? Le président estime que déréguler va permettre aux entreprises d'embaucher plus. Sa logique est que lui, vu son historique, son expérience d'homme d'affaires, estime que ce qui fait que certains hommes d'affaires ont peur de recruter, c'est que la difficulté de se séparer d'un agent indélicat, de remplacer, ça a un coût. Et que ça fait que l'employeur réfléchit à 2 fois avant de recruter. Et c'est pour ça qu'en 2017, ils ont introduit cette loi qui concerne surtout le secteur privé, il faut le dire, qui pour déréguler et disons permettre aux employeurs d'être plus à l'aise par rapport à des conditions qui auront été plus flexibles. Et il faut favoriser aussi les investisseurs, l'arrivée des investisseurs. Ça, c'est la philosophie du texte. J'ai lu la justification de cette loi introduite en 2017. Ça, c'est la philosophie. Maintenant, il faut d'abord, avant de juger, savoir ce qui est écrit. Parce que si l'honorable Itopé en a parlé, c'est parce qu'il y a des aspects de la loi qui ont posé des problèmes au parti Les Démocrates. Et le parti Les Démocrates a fait une proposition pour relire cette loi. Certains aspects de cette loi, selon nous, font qu'il y a une certaine précarisation de l'emploi. Je serai concret. Article 9 de cette loi, qui parle de la période d'essai, c'est-à-dire les stages. L'article 9 de la loi dit que la période d'essai est déterminée par le temps nécessaire pour évaluer l'employé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la loi n'encadre plus la période d'essai. Ça veut dire que, M. Romian, vous venez travailler pour moi, je vous prends en période d'essai, mais la loi me permet de vous dire, pas le temps, le délai. Me permet de vous prendre en période d'essai sur 1 an, sur 6 mois, sur 2 ans. C'est ce qui est écrit, l'article 9 de la loi sur l'embauche. Qu'est-ce qui se passait avant? Il y avait un encadrement. Vous êtes ouvrier, c'était 1 mois. Vous êtes employé, je crois que c'était 2 à 3 mois, vous êtes cadre, etc. Il y avait, disons, un délai, un encadrement. Pourquoi il faut cet encadrement? Parce que vous venez travailler pour moi. La période d'essai me permet de savoir est-ce que vous pouvez travailler avec moi, pour moi. À la fin de cette période d'essai, vous passez peut-être un CDD, où je vous évalue encore plus. Et à la fin de cette période-là, je vous donne un CDI. C'est toujours été comme ça. Et c'est comme ça dans presque tous les autres pays de la sous-région. Je dis presque, mais c'est dans tous les autres pays de la sous-région. Cette disposition n'existe pas dans les autres droits. Il faut qu'on le dise. Ça n'existe pas en Côte d'Ivoire, ça n'existe pas au Sénégal, ça n'existe pas au Mali, ça n'existe pas. Ça n'existe nulle part ailleurs en Afrique de l'Ouest que la période d'essai ne soit pas encadrée. Il y a l'article 13 qui dit que les CDD peuvent être renouvelés indéfiniment. Cela veut dire, je vous donne un contrat d'1 an,
À la fin de ce contrat d'1 an, je vous donne un nouveau contrat d'1 an. Ensuite, je vous donne un nouveau contrat d'1 an. Vous êtes dans la précarisation parce que vous ne pouvez pas vous projeter. Nos amis, je dis nos amis, nos camarades de l'autre côté de la mouvance nous disent, lorsqu'un employé est bon, on fait tout pour le garder. Mais la loi, elle est impersonnelle. Elle n'est pas faite pour les meilleurs travailleurs, elle est faite pour tous les travailleurs. Il faut trouver un équilibre. Parce que je vous ai donné la situation initiale. Certains employeurs estimaient qu'on n'encadrait pas suffisamment les choses. À cette situation, on est passé d'un extrême à un autre. Le Parti des démocrates est un parti de responsabilité. Nous avons deux piliers. Nous devons pousser les employeurs à recruter plus de jeunes, mais au même moment, nous devons protéger ces emplois pour que le jeune puisse gravir les échelons. Il rentre peut-être avec un stage, une période d'essai. Au bout de 2 mois, 3 mois, rapidement, on doit lui proposer un CDD et il doit savoir que si son CDD est renouvelé 1 ou 2 fois, il passe à un CDI. Mais est-ce qu'il n'y a pas le risque de paresse? Parce que de toute façon, je peux atteindre le CDI d'ici là. Voilà. Est-ce que ce n'est pas justement pour pouvoir mettre en état des nuire les paresseux que... En réalité, lorsque je vous ai pris, il y a déjà une période d'essai. Il est difficile de voir quelqu'un qui vient dans une période d'essai, qui fait son travail. On lui donne un CDD une fois, on lui donne un CDD une deuxième fois, et c'est au bout de la 4e ou la 5e année qu'il se révèle paresseux. C'est extrêmement rare. S'il est paresseux, vous le saurez très rapidement. Déjà, au bout de 6 mois, 1 an, vous savez si quelqu'un est capable de faire le travail avec ou sans vous. Raison pour laquelle nous avons proposé de ramener la période d'essai à une période définie, passer ensuite à un CDD renouvelable une fois, et après, il passe à un CDI. Pourquoi le CDI est important? Pour un jeune, lorsqu'il n'a pas CDI, comment il va à la banque? Comment il est capable d'aller dans une banque pour dire je vais construire ma maison, faire des prêts, alors que lorsqu'il va amener son contrat, la banque lui répondra mais ton contrat finit dans 6 mois, moi je ne sais pas si tu seras renouvelé. Donc comment moi je suis sûr de pouvoir faire la domiciliation de ton salaire et récupérer l'argent que je te prêterai? C'est tout concret. Et c'est pour cette raison que l'article nous a opposé à cela. Donc je vous ai parlé de l'article 9, l'encadrement de la période d'essai. Je vous ai parlé de l'article 13 qui parle des CDD qui sont indéfinis. Mais il y a d'autres articles, l'article 29 et l'article 30. Et donc il faut absolument relire la loi. Et vous savez, ce n'est pas le parti LD qui le dit, ce sont les Nations Unies. Il y a l'examen périodique universel, qui est un processus devant lequel passent tous les pays du monde, qui sont membres des Nations Unies, dans lequel on analyse les législations et chacun fait des recommandations à d'autres pays. La loi sur l'embauche a été épinglée lors de cet examen périodique universel et on a demandé au Bénin de revoir les dispositions. Ce n'est pas M. Chabiyahi qui veut que la loi soit revue simplement. Ce n'est pas le parti, les démocrates qui veulent que la loi soit revue simplement. Ce sont les Nations Unies. Et je vais même aller plus loin. Le Bénin a accepté. Le Bénin a accepté de revoir plusieurs dispositions de ces lois. La loi sur la volonté, tout de même, relative. Bien sûr. Donc c'est tout ça pour vous dire que l'honorable Itopé avait donc raison de soulever ce sujet. Il avait raison de soulever ce sujet parce que on parle de la loi sur l'embauche. La loi sur l'embauche, le code du numérique, le code pénal, la loi sur le Conseil supérieur de la magistrature sont autant de lois qui ont été épinglées lors de cet examen périodique universel où le Bénin s'est engagé à revoir ces lois. Vous voyez que même le code du numérique, il y a même un atelier qui a été fait par rapport à cela, comment on fait pour revoir. Donc ce processus est enclenché. Donc nous sommes en train de demander en réalité que le Bénin respecte l'engagement qu'il a pris devant les Nations Unies dans le cadre de l'examen périodique universel. Nous sommes un parti de responsabilité. Nous avons fait des propositions. Malheureusement, vous savez, notre proposition n'a toujours pas été, disons, programmée au sein de la Commission des lois. C'est l'occasion aussi de dire que le parti, les démocrates, a une vision très claire du Bénin, a une vision très claire du Bénin que nous voulons pour nos enfants. Ah, parce que vous n'espérez plus rien maintenant? Non, on n'a plus rien à espérer. Il reste à peine 2-3 mois avant les élections. Je ne pense pas que c'est aujourd'hui que nous allons prendre en compte ce que nous pensons. Il doit y avoir une célérité dans les actions parlementaires. Nous allons espérer. Mais moi, je n'y crois plus vraiment parce que nous avons fait des propositions par rapport à la loi d'amnistie. Elle n'est pas passée en plénière. Nous avons fait des propositions par rapport au code du numérique. Vous savez ce qui se dit par rapport à la loi d'amnistie, ça n'a pas été bien écrit. Voilà. Si, pour l'avancier, c'est si nos camarades estiment qu'ils peuvent aussi nous donner des cours d'écriture, nous allons les prendre volontiers et qui viennent nous aider à donc réécrire une meilleure loi d'amnistie, une loi qu'ils pourraient voter. Nous, on est prêts à tout, vous savez. Au-delà des jeux de posture politicienne, il s'agit de vie humaine. Nous avons des camarades qui sont encore derrière les barreaux. C'est l'occasion de rendre hommage à Madame la ministre Rika Madougou, au professeur Joël Aïvo, à tous ceux qui sont aujourd'hui derrière les barreaux, tout simplement parce qu'ils ont le même idéal que nous. Aujourd'hui, ces gens, pour qu'ils sortent, nous, on est prêts à tout. Si la mouvance nous appelle et nous dit de changer telle virgule, de revenir à la ligne là, de changer tel verbe, nous sommes prêts à tout. Qu'ils écrivent ce qu'ils veulent. Ils nous disent quel jour ils veulent qu'on vote et on viendra le bras en l'air pour voter tout ce qui permettra d'arriver à une décrispation. Nous ne pouvons pas dire que c'est parce que c'est mal écrit. Si c'est même mal écrit, il y a la commission des lois qui est là. On peut très bien utiliser la commission des lois pour corriger les textes, reformuler. C'est le rôle de la commission des lois pour que le texte arrive en plénière, l'amener à un niveau satisfaisant. Donc s'ils ne veulent pas, quand ça en arrive, c'est tout simplement parce qu'ils ne veulent pas voter la loi. On va arrêter de se cacher derrière les faux semblants, estimer que les autres ont mal écrit, se donner des cours d'autographe et de conjugaison. S'ils sont prêts à faire voter cette loi, nous savons très bien que ce sont des gens qui ont été capables d'interrompre un processus d'installation des maires et revenir au Parlement. Donc ça veut dire qu'ils sont très créatifs. S'ils veulent que cette loi passe, cette loi passera. Mais j'ai commencé tout à l'heure en disant que nous avons fait plusieurs propositions au Parlement. Code du numérique, loi d'amnistie, code électoral, etc. Nous n'avons jamais été entendus sur aucune de ces propositions.
Mais c'est normal. Nous, notre rôle, on nous a envoyé au Parlement parce que nous avions une vision alternative. Nous défendons donc cette vision. Mais nous avons fait beaucoup d'interpellations. On a fait une soixantaine d'interpellations du gouvernement sur plusieurs sujets. Bénétaxi, les dialysés, la production agricole, etc. Sur beaucoup de sujets. À peine une dizaine d'interpellations ont mérité que le gouvernement se déplace pour venir répondre. Ça veut dire que, pour cette raison, je n'aspire... Il y a tout de même le cœur à l'ouvrage. Le gouvernement, les dirigeants sont hautement occupés à pouvoir venir au Parlement. Pourquoi pas? Peut-être qu'ils ne jugent pas la pertinence des interpellations. La Constitution est claire. Le Parlement est en charge du contrôle de l'action gouvernementale. Donc lorsque nous posons des questions, en réalité ce n'est pas nous qui posons des questions. Ceux qui posent des questions sont nos compatriotes qui nous ont envoyés au Parlement, qui ont des réflexions, qui ont des préoccupations, qu'ils nous donnent, qui viennent de la base. Nous ne sommes que des porte-voix du peuple. Nous ne venons pas pour défendre des chapelles politiques personnelles et poser des questions personnelles. Parce que lorsqu'on pose des questions sur les dialysés, aucun parmi les 28 députés ne souffre de ce mal. Mais nous posons ces questions parce que nous avons nos mandats, nous avons nos électeurs, nous avons nos concitoyens. Des fois, certains qui ne sont même pas de nos chapelles politiques, qui nous interpellent pour nous demander quand est-ce que la prise en charge des dialysés sera enfin faite et couverte pour tout le monde, comme avant. Non, nous posons ces questions, nous interpellons le gouvernement. C'est notre rôle. Le rôle du gouvernement, c'est de pouvoir répondre. En nous répondant, en réalité, elle ne répond pas à l'honorable Bachadé, elle ne répond pas à l'honorable Ouassangara, elle ne répond pas à l'honorable Boundété. Elle répond au peuple qui nous a envoyés. Si le gouvernement ne vient peut-être pas au Parlement, mais pose des actions déjà sur le terrain qui contribuent à la résolution des problèmes, est-ce que ce n'est pas une compensation? Si c'était le cas, chiche, mais ce n'est pas le cas. Lorsque nous posons des questions sur les dialysés, je ne pense pas que ça a beaucoup changé sur le terrain et que les dialysés sont pris en compte. Lorsque nous posons des questions sur les blocs de pierre, je ne pense pas que les blocs de pierre ont été enlevés, ils sont encore là. Lorsque nous posons des questions sur la production agricole, lorsque nous posons des questions par rapport à la crise dans le soja, dans le cajou, ces problèmes existent jusqu'à maintenant. Donc ces problèmes n'ont toujours pas trouvé des résolutions, n'ont pas mérité, selon le gouvernement, de prendre leur temps et de venir s'expliquer devant la représentation nationale sur beaucoup de sujets. Il y a une soixantaine d'interpellations. À peine une dizaine a été répondu, on est déjà en train d'aller vers la fin de la session. Donc je pense que c'est révélateur, je pense quand même, de l'idée du contre-pouvoir que se fait le gouvernement actuellement. Et nous n'avons pas cette option, nous n'avons pas cette idée, nous ne voyons pas les choses de cette manière. Nous pensons que la représentation nationale est tout à fait légitime de poser des questions sur l'action gouvernementale. C'est comme ça. Ce sont nos institutions issues de la conférence nationale. S'ils veulent que les choses évoluent, qu'ils estiment que le Parlement en réalité doit simplement être une caisse de résonance de l'exécutif, on se réunit, on refait une nouvelle conférence nationale et on discute les institutions. Mais pour le moment, c'est pas encore le cas, donc nous jouons notre rôle. Voilà, revenons maintenant justement aux échanges avec le chef de l'État. Patrice Talon estime que ça soit l'Union progressiste, le Renouveau, le BR, les démocrates, c'est la même chose, même idéologie. Voilà. Là, vous en étiez choqué? Non, je n'ai pas été choqué, je dirais que j'étais surpris. Je vais vous donner une image. En réalité, la vision que moi je me fais de la politique, c'est que on a le même objectif. Oui. Ça veut dire que nous voulons tous aller au même endroit. Rendre le Bénin uni, prospère et démocratique. Ça veut dire que, je donne une image, je suis à Cotonou, on veut tous aller à Parakou. Mais nous avons tous des chemins différents. Certains vont estimer qu'il faut passer par Kassato et aller à Boyko. D'autres vont penser qu'il faut passer par Porto Novo, aller à Sakete, passer par Pobé, Ketou, arriver jusqu'à Tchaourou et remonter. D'autres vont estimer qu'il faut aller à Comé, prendre la route de Lokosa, et à Plahoué, aller à Boyko et aller à Parakou. Ce sont des chemins alternatifs, mais nous allons tous au même endroit. Et on demande à la population en réalité de choisir quel est le chemin qui, selon vous, est le meilleur pour pouvoir atteindre l'objectif. C'est ça en réalité. Donc lorsque le président dit que LDUP égale BR, je considère que nous avons notre chemin. Nous voulons aller à Parakou. Mais notre chemin pour nous, c'est un Bénin démocratique, avec un état de droit, avec le pluralisme politique, avec, disons, une part plus importante du social. Et je vais en parler tout à l'heure. Le social n'est pas distribuer forcément de l'argent à tout le monde sans chercher à développer un pays. Ce n'est pas notre vision du social. UPBR, ils ont soutenu une autre vision. Parce que cette vision que nous défendons n'est pas la vision d'un Bénin uni démocratiquement démocratique. Parce que UP et BR, ils ont soutenu des dispositions comme la loi sur l'embauche, qui a précarisé le travail. Mais qui a apporté de l'investissement, des investisseurs au Bénin. Vous avez des chiffres pour sous-tendre ce que vous dites? Parce qu'un investisseur, un investisseur, quand il vient, ce n'est pas parce qu'il est persuadé que vous pouvez renvoyer rapidement votre... il peut renvoyer rapidement son employé qu'il viendra. Vous qui êtes là, peut-être vous êtes un chef d'entreprise. J'imagine que je parle de Matin Libre TV, etc. Vous n'allez pas recruter plus de journalistes si vous êtes sûr que vous allez pouvoir les renvoyer facilement. Ce qui fait que vous allez recruter plus de journalistes, c'est parce que vous saurez qu'il y aura plus d'activités à les couvrir, vous allez avoir plus d'activités, et c'est ça qui fera que vous allez recruter. Et le gouvernement pense que faciliter le licenciement permet de faciliter l'embauche. Nous, au Parti des démocrates, nous ne voyons pas les choses comme ça. Nous pensons que pour permettre l'emploi, il faut permettre aux chefs d'entreprise de remplir les carnets de commandes. Vous parlez de Glodjigbe. Nous, au Parti des démocrates, et ça, je veux vraiment parler à nos concitoyens, un des points importants de notre projet,
ce sont les petites et moyennes entreprises. Chaque année, chaque mois plutôt au Bénin, il y a presque 4 à 5 000 entreprises qui sont créées. 4 500 au mois de mai selon l'Observatoire des données économiques de la CCIB. Donc sur une année, on peut se retrouver à entre 40 et 50 000 entreprises. Chaque année, 100 000 jeunes viennent sur le marché du travail. Nous pensons, si vous voulez régler le problème du chômage au Bénin, il faut permettre à ces entreprises-là, ces petites PME, de pouvoir embaucher 4-5 personnes. Vous imaginez, si 40 000 entreprises embauchent 5 personnes, ça fait combien de personnes? Bon, je ferai les mathématiques à votre place, mais 40 000 entreprises, fois 5 personnes, on est à 200 000. Ça permet d'absorber le nombre de personnes qui viennent sur le marché de l'emploi. C'est de ça qu'il s'agit. Ce qui nous sépare des autres partis, ce n'est pas forcément une idéologie de la théorie. C'est des faits et c'est une vision différente de ce qu'il faut faire pour atteindre le même objectif. L'objectif que le gouvernement a, je ne veux pas leur donner de fausses intentions. C'est sûrement que le Bénin soit aussi démocratique, prospère. Mais nous pensons pour qu'y arriver, nous devons avoir un socle démocratique. Nous pensons que pour y arriver, il faut développer les PME. Il faut avoir un projet alternatif qui met en valeur la production locale. C'est permettre, je vais vous donner un exemple sur ce sujet par exemple, depuis 2015, les importations de services, quand vous analysez la balance des paiements, oui, les importations de services au Bénin sont passées de 500 millions de dollars à 1 milliard de dollars. Qu'est-ce que ça veut dire par an? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque année, il y a 1 milliard de dollars qui va à l'extérieur pour acheter de la compétence, faire gagner des consultants des marchés au Bénin, faire venir une compétence extérieure au Bénin. Nous, notre logique n'est pas là. Nous, parce qu'on n'a pas de compétences. Vous savez ce que pense Patrice Talon de tout ceci. Nous sommes un désert de compétences, la métairie. Nous ne pensons pas cela. Nous pensons que nous ne sommes pas un désert de compétences. Il faut donner à la jeunesse la place qu'il faut, les mettre dans les bonnes conditions où vous verrez qu'ils feront des miracles. Il y a des talents exceptionnels au Bénin. Mettez-les dans des bonnes conditions et vous serez étonnés de ce qu'ils feront. Je vous ai parlé du fait qu'il y a l'évolution à la hausse de l'importation des importations de services au niveau de la balance des paiements. Cela veut dire qu'en réalité, lorsque le gouvernement dépense, lorsque le gouvernement met des milliards sur des travaux, sur des projets infrastructurels, une grande partie de cet argent ne reste pas au Bénin. Nous, au Parti des démocrates, nous pensons que le projet que nous allons mettre en place en 2016, c'est de s'assurer que si une entreprise vient en 2026 plutôt, si une entreprise vient au Bénin pour faire certains travaux, on doit s'assurer qu'il y a une politique, de sous-traitance, et une politique qui va permettre à ce que des PME locales, la prochaine fois qu'il y a des appels d'offres, soient capables de soumissionner pour que la compétence se crée. Si la compétence n'existe pas et que vous faites appel à une entreprise étrangère, débrouillons-nous dans nos textes, dans nos prérequis, dans nos dossiers d'appel d'offres, de nous assurer que les ingénieurs soient béninois, de nous assurer que des PME locales puissent travailler pour que la prochaine fois, lorsque vous allez faire la même voie, lorsque le boulevard de la Marina, on voudra le faire ailleurs, que vous puissiez faire gagner le marché à une entreprise béninoise parce qu'elle aura déjà appris avec une autre entreprise. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Il faut un transfert de compétences. Transfert de compétences, il faut revoir nos textes, revoir le code des marchés publics pour permettre un véritable transfert de compétences, permettre aux jeunes béninois qui sont là de pouvoir apprendre pour que demain, ces béninois, ces PME puissent aller. C'est pour ça que nous, au-delà de la démocratie, certains estiment que la démocratie, l'état de droit, ce n'est pas tout. Il faut donner à manger aux gens. Et nous pensons que la démocratie et l'état de droit, c'est un prérequis. Mais au-delà de ça, il faut aider les PME. Il faut orienter les dépenses publiques vers les PME. S'assurer même comme aux États-Unis. Parce que le président a pris l'exemple des États-Unis. Il a dit, aux États-Unis, on a dérégulé le marché de l'emploi et ils sont en plein emploi. Mais ce que le président a omis de dire, c'est qu'aux États-Unis, on a dérégulé le marché de l'emploi. C'est vrai. Mais là-bas, il y a des filets sociaux. Vous perdez votre emploi, vous avez une allocation chômage au moins pendant un moment, vous permettant de pouvoir chercher un autre emploi. Ce n'est pas le cas ici. Donc, lorsque nous voulons totalement déréguler, nous devons nous assurer qu'il y a des filets sociaux pour pouvoir aider ceux qui seront renvoyés à se dire qu'ils vont aller chercher un autre emploi ailleurs. Mais pour aider ceux-là, il faut que le niveau d'employabilité soit élevé. Et pour cela, il faut investir sur la formation professionnelle. Le président avait annoncé un certain nombre de lycées. Il a même dit que c'était presque assorti de terre. Presque assorti, mais il disait que c'était son regret de ne pas avoir atteint ses objectifs dans ce domaine. Mais je tiens à rassurer le président, le parti Les Démocrates va pouvoir continuer cela parce qu'avant 2016, ça a été fait. Un certain nombre de lycées techniques, de centres de formation de métiers avaient été lancés à l'époque et avaient été inaugurés avant 2016. Nous allons simplement continuer ce que nous on a commencé. Quand je dis nous, je parle du parti Les Démocrates, je parle du président Yahya Boni qui est aujourd'hui le président de notre parti. Nous allons continuer sur cette lancée, investir sur la formation professionnelle, améliorer l'employabilité des jeunes pour permettre à ces jeunes-là de pouvoir augmenter leurs compétences. Très bien. Et donc, vous n'allez pas, comme dit votre camarade Guy Mitopé, préserver l'héritage de Patrice Talon, parce que... Tout n'est pas à jeter, M. Romien, tout n'est pas à jeter. Chaque président a apporté quelque chose. Hein. Nous sommes un parti de responsabilité. Venir dire, il n'a rien fait, tout est noir, ce n'est absolument pas notre point de vue. Chaque président a apporté quelque chose, que ce soit le président Soglo, le président Kérékou, le président Yahya Boni et le président Patrice Talon. Je peux même aller plus loin. Vous regardez les efforts qui ont été faits dans la dématérialisation et la digitalisation. Vous pensez sincèrement que si le parti, les démocrates, vient au pouvoir et dira non, on ne veut plus de la digitalisation? Absolument pas, on ira encore plus loin. Donc je pense que chacun fait ce qu'il peut. Et donc vous ne comprenez pas la polémique autour de ces propos de Guy Mitopé préserver? Absolument pas. Quand on parle de l'État, c'est que le président a fait de bien. Sera préservé.
C'est normal, c'est un acquis, puisque ce que Yahya Boni a fait de bien, une grande partie de ce qu'il a fait de bien, la politique en termes de microfinance, la politique infrastructurelle, a été continuée. Donc pourquoi nous viendrons dire qu'on va tout arrêter? Au contraire, c'est ce régime qui n'est pas d'accord avec ce que nous sommes en train de dire. Je donne des exemples concrets, factuels. Lorsque vous regardez l'aéroport de Tourou, qui aurait pu être un hub touristique, et disons, du septentrion, permettre de pouvoir connecter notre nord à toutes les autres grandes villes, disons, de la sous-région, il a été abandonné. Pourtant, c'est un investissement qui a été pensé pour pouvoir développer toute une zone de notre pays. Vous regardez les rails. Les rails étaient déjà là. On a dit non, peut-être que la qualité, l'écartement, peut-être que la qualité n'était mieux. Le Bénin et le Togo décident, le Bénin et le Niger plutôt décident de se connecter. Les Nigériens, ça ne leur posait pas de problème, ces rails. Nous avions nos rails. On aurait pu continuer aujourd'hui les rails. Si la qualité, on pense qu'il faut améliorer la qualité, changer l'écartement. Changeons l'écartement. Mais on a annulé et 10 ans après, on n'a toujours pas de chemin de fer. Donc c'est pour vous dire que ce sont des projets qui sont des héritages de la gestion passée. Mais lorsque le régime actuel est venu, elle a mis tout à la poubelle en estimant que tout ce qui a été fait avant ne valait rien et qu'ils étaient animés de la science infuse et qu'il ne fallait pas s'inspirer de ce qui a été fait avant. Nous, on n'est pas dans cette logique. Ce qui a été fait et qui marche, on va parler de la digitalisation, la dématérialisation, nous allons continuer. Au niveau des infrastructures, par exemple, il y a un travail qui a été fait au niveau de l'assainissement des grandes villes. Mais lorsque le parti Les Démocrates sera en responsabilité, ce travail continuera. Par contre, les sujets sur lesquels nous ne sommes pas d'accord, oui. J'ai parlé de la démocratie, mais il n'y a pas que la démocratie. Quand vous me dites, la démocratie, il y a un problème? Bien sûr qu'elle a un problème. Nous sommes aujourd'hui devant un code électoral qui, aujourd'hui, nous oblige à nous poser des questions. Nous sommes inquiets. Qui n'est pas inquiet? Ce n'est pas moi qui le dis. Notre parti le dit, mon parti le dit. Le peuple est inquiet. Les organisateurs de la société civile sont inquiètes. Le clergé est inquiet. La plupart des organisations sont inquiètes. Les seuls qui ne sont pas inquiets, c'est UP. Ce sont des citoyens béninois qui ne sont pas inquiets. Ils ne sont pas inquiets, tout simplement parce que le code électoral, selon de la manière dont ils l'ont fait, leur profite d'une certaine manière. Ce code électoral, je pense, ne répond à aucun impératif dans notre pays. Il y a un impératif, Chaviaï. L'impératif, c'est de rendre plus fort les partis politiques. C'est ce que je dis. Et d'avoir un ancrage national. Il ne répond à aucun impératif. Au Parlement, il y a 3 partis politiques en ce moment. UPR, le Renouveau, le Bloc républicain et le parti Les Démocrates. Difficilement, nous y sommes arrivés. Un nouveau code électoral estime qu'il faut durcir les choses. Ça veut dire que 3, c'est trop. Il faut être logique. S'il y en a 3, et que vous venez nous dire que non, il faut durcir, c'est que selon vous, 3, c'est trop. Ça veut dire que ce qui vous arrangerait, c'est que vous soyez 2, ou voire 1. Et je pense que c'est la logique qui a été derrière ce texte. Donc nous ne pouvons pas nous ne pouvons pas soutenir un texte qui a comme objectif de pouvoir réduire l'espace public. Au-delà du parti, les démocrates, même dans la mouvance, il y a des partis qui soutiennent la mouvance. La Renaissance nationale, il y a Moël Bénin, ils n'ont pas envie d'aller au Parlement. Ils ont peut-être des sujets sur lesquels ils ont travaillé, sur lesquels ils veulent se faire entendre. Mais avec ce code électoral, comment ils vont au Parlement? Donc, je pense que, lorsque vous regardez dans le monde, ça n'existe nulle part déjà. Qu'on demande qu'il y ait un parti qui puisse faire 20% dans chaque circonscription avant d'avoir un député au Parlement. Ça veut dire que je peux gagner dans 23 circonscriptions en ayant 60% des voix. Et dans une seule circonscription, j'ai 19,5% des voix. Et vous estimez que ceux qui sont à côté de moi, que j'ai battu dans 23 circonscriptions, auront 100% des députés. Parce qu'eux, ils ont un accord qui leur permet ensemble de faire 21%. L'interprétation que donne Patrice Talon de 20%, vous l'avez entendu, vous étiez donc dans la salle. C'est tout autre chose. On l'a entendu. C'est tout autre chose. Mais nous ne partageons pas cela parce que le président a dit qu'il faut que nous apprenions à travailler ensemble, qu'il faut travailler ensemble. Il y a 3 partis au Parlement, je répète. Pourquoi corser les choses alors que nous n'avons que 3 partis au Parlement? Si 3 dérangent, ça veut dire qu'on veut 2. Ce que je dis est factuel et simple. Parce que si nous étions satisfaits de 3, on ne viendrait pas dire qu'il faut serrer. Si nous serrons, c'est que pour eux 3 c'est trop. Or nous estimons que 3 ce n'est pas trop. Nous voudrions qu'il y ait 3, 4 ou 5. Pourquoi? Vous voulez qu'il y ait que 3 ou 4. On donne l'exemple de la démocratie américaine. Il n'y a pas que 2 partis aux États-Unis. Il y a le parti, il y a le parti démocrate, il y a le parti républicain, mais il y a d'autres partis. Il y a les écologistes, il y a les indépendants, il y a beaucoup de partis. C'est simplement qu'il y a 2 partis plus visibles parce qu'ils caporalisent le débat. Mais nous pensons qu'il faut corriger cela. Mais il y a beaucoup d'autres sujets sur lesquels on n'est pas d'accord. Je vais vous en donner 3 très rapidement. LDUP, BR, on dit c'est la même chose. C'est la même idéologie, on veut la même chose. Souvenez-vous ce que je vous ai dit plus tôt. C'est le même objectif, mais ce n'est pas le même chemin. Vous regardez l'agriculture. La GDIZ, vous avez parlé de la GDIZ. Tout à fait. Nous sommes un parti responsable. Je ne viendrai pas ici sur votre plateau vous dire il ne faut pas transformer ce que nous produisons et nous ne devons pas produire ce que nous consommons. Donc forcément, il faut encourager des exercices de production, des exercices, disons, des projets comme la GDIZ. Mais par contre, regardez la crise qu'il y a eu dans le soja et le cajou. On dit, on ne va plus exporter cela, on va transformer localement. C'est une bonne chose. Mais ça a entraîné la chute des prix pour les producteurs, qui vendaient le même produit
35 000 francs le sac, 40 000 francs le sac, et qui aujourd'hui le vendent à 25 000. Cette chute du pouvoir d'achat des producteurs a eu un impact. Vous savez que 70% de notre population active travaille dans le secteur agricole. Donc, cette volonté d'industrialisation s'est faite au dépens d'eux. Ils ont payé le prix du fait qu'ils ne peuvent plus vendre à l'étranger. Mais au même moment, nous ne vivons pas en autarcie. Le Togo, le Nigeria ont toujours des prix plus élevés. Vous savez ce qui se passe? La plupart de notre production va au Nigeria, va au Togo. Donc à la fin, c'est du lose-lose. Les usines n'arrivent pas à transformer tout. Tout va dans les pays voisins. Presque tout. Et c'est pas moi qui le dis encore une fois. C'est l'interprofession du soja qui avait fait un bilan à mi-parcours il y a quelques mois et qui a dit qu'une grande partie de la production, en réalité, était partie dans les autres pays, puisqu'ils étaient à peine à 100 000 tonnes achetés, alors que nous sommes à plus de 500 000 tonnes produits. Et le reste est parti par des voies détournées. Tout est parti dans les voies détournées à travers un appel d'air. Je ne suis pas en train de faire la promotion des voies détournées. Je suis en train de vous dire que le fait qu'on ne vit pas en autarcie, lorsque vous voulez vendre un produit, vous allez acheter un produit à il faut que l'État fasse des efforts. Et que vos voisins l'achètent à 35 000, le producteur à qui vous n'avez pas donné la semence, c'est important. Parce que dans le cas du coton, on a donné les semences, on a donné les intrants. Ça, c'est différent. Mais vous n'avez pas donné la semence au producteur. Il l'a acheté. Il s'est peut-être endetté pour l'acheter. Vous n'avez pas donné les intrants. Il s'est débrouillé. Il a produit. Et vous lui dites, tu ne peux pas vendre là où c'est à 35 000, mais tu peux vendre simplement là où c'est à 25 000. Tout le monde n'est pas patriote, vous savez, sur le plan du ventre. Chacun a ses impératifs. Cet producteur, dont la marge est déjà très faible, vous êtes en train de lui dire de pouvoir vendre au Bénin, mais à un prix inférieur auquel il pourrait se faire à l'étranger. Beaucoup, en réalité, vendent à l'étranger alors. Ce qui fait que les usines qui sont ici ne pourront pas transformer toute la production. Donc c'est pour vous dire comment une bonne idée peut, disons, se révéler inefficace sur le terrain s'ils ne sont pas capables de s'associer avec les acteurs. Maintenant, lorsque moi je pointe un problème, il faut proposer des solutions. Exactement. Et qu'est-ce que propose le parti LD? Sur ce sujet-là, on peut faire comme ce que le Ghana et la Côte d'Ivoire ont fait. Ils ont eu, pendant des années, ces problèmes. Sur le cacao, le Ghana, quand le Ghana donnait un prix sur le cacao, la Côte d'Ivoire donnait un prix sur le cacao, c'est celui qui mettait le prix le plus haut qui faisait l'appel d'air pour prendre les produits de son voisin. À un moment, ils se sont parlé, ils se sont entendus, ils ont harmonisé les prix. Et c'est terminé. Si celui qui sait qu'il va vendre à 350 au Togo, mais qu'il est capable de vendre même à 325 au Bénin, pourquoi vous voulez qu'il aille prendre le risque qu'on saisisse son stock et qu'on prenne son stock et qu'il perde tout à cause de 25 francs? Non, il ne prendra pas ces risques. Donc il faut harmoniser les prix au plan régional. Il faut contractualiser. Si la GDIZ veut aider aussi les producteurs, elle doit pouvoir aussi aider les producteurs en leur donnant même les intrants. Si elle aide les producteurs en donnant les intrants, elle peut fixer le prix. En disant, je vous donne les intrants et on s'entend à travers une contractualisation pour pouvoir racheter la production à un prix donné. Mais si je ne vous donne pas les intrants, le prix est forcément flottant. Parce que vous, pour produire, vous êtes peut-être allé à la CLCAM, vous avez pris de l'argent, il faut rembourser avec des intérêts. Donc je ne peux pas vous imposer un prix d'achat fixe toute la saison si je ne sais pas comment vous vous êtes débrouillé pour pouvoir acheter vos intrants. Donc ça c'est un exemple sur la politique agricole, la politique industrielle. Nous les LD nous pensons différemment. Je peux vous donner l'exemple de la politique en termes d'expropriation. Vous regardez, l'article 22 de la Constitution nous dit que nul ne peut être exproprié sans juste et préalable dédommagement. Mais il y a des exemples. Vous allez à Tobin, ou vous allez à Fillon, vous allez à Vlekete, il y a beaucoup de projets, et ça a été documenté par Amnesty International, beaucoup de gens qui ont été expropriés et qui n'ont toujours pas été payés. Vous savez qu'il y a quand même des personnes de mauvaise foi. Il y a eu des rencontres quand même. Il y a eu des rencontres. Le rapport dont je vous parle, ce n'est pas moi qui l'ai écrit, c'est Amnesty qui s'est assis avec ces personnes concernées, qui a discuté avec, qui a relevé des noms, qui a fait un rapport officiel. Je ne parle jamais sur les on-dit, je parle sur des rapports officiels, sur des chiffres officiels que je peux prouver. Et là, je suis en train de faire mention d'un rapport qui existe d'Amnesty International qui demande que la politique d'expropriation doit être revue. Nous, par exemple, lorsque j'ai fini de dire ça, qu'est-ce qu'on fait? Exactement. On doit revoir la loi pour que la politique d'expropriation soit revue. Ça veut dire quoi? On dit juste préalable dédommagement. Ça veut dire qu'il faut s'assurer que les prix sont bons, préalable dédommagement, et qu'on puisse vous donner le temps de vous retourner. Et qu'ensuite, lorsqu'on parle de politique d'expropriation, ce ne soit pas pour faire des projets de promotion immobilière, comme à Tobin, ou des béninois de la diaspora. J'ai beaucoup de camarades, de personnes avec qui je discute beaucoup, vu mon rôle de secrétaire aux relations extérieures, qui ont perdu leur maison, et aujourd'hui ils sont en train de voir qu'on est en train de vendre ce terrain-là à d'autres béninois pour des projets de promotion immobilière. Si on récupère la maison pour faire une école, un centre de santé, des hôpitaux, je le comprends, il faut qu'on fasse un choix, c'est un sacrifice que nous faisons tous en donnant nos terres pour la collectivité. Mais lorsque vous prenez ma maison, vous la cassez, vous me donnez un dédommagement à peine 10% de ce que j'ai investi, et que je reviens 6 mois après, qu'on donne ce même terrain à M. Romiel, qui construit sa maison, je me dis, mais vous auriez pu vous entendre avec moi et que je puisse conserver ma maison. C'est de ça qu'il s'agit. Donc vous voyez que sur beaucoup de sujets, nous ne sommes pas d'accord. On a parlé du code du numérique, le code pénal. Et au niveau du code pénal, le fait que la détention préventive devienne aujourd'hui presque la norme. Il y a beaucoup de gens qui sont aujourd'hui en prison qui